Par exemple, je vous donne, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais ayant soutenu mon master en théologie à l'université, j'appelle un de mes amis, je lui annonce les résultats que j'ai eus. Et sa réaction, c'est de dire « Ah, je ne savais pas qu'un noir pouvait avoir une telle note. » Et alors, tout de suite, évidemment, j'ai accroché parce que j'ai accroché le téléphone parce que j'ai senti ça comme une injure. Et en fait, finalement, pendant tout mon séjour en France, cette personne-là a cherché à se rapprocher de moi parce qu'elle a compris qu'en fait, elle avait posé un acte qui était indigne en fait de lui et qui ne respectait pas ma propre dignité. Pourquoi je raconte ces histoires? C'est parce que ça continue et que ça continue à blesser en fait la dignité et l'identité même des Noirs que nous sommes. Et qui fait que si nous ne faisons pas attention, et si nous entrons dans cette logique-là, eh bien cela nous pousse nécessairement vers ce que l'on appelle, ce que j'appelle la haine de soi et la honte de soi. Je vais évoquer deux autres choses. C'est dans Voltaïque de Sandem Ousmane. C'est à propos d'un personnage qui s'appelle Diwana. C'est une jeune bonne sénégalaise. Quand j'ai dit bonne, c'est une bonne en fait. Donc qui se retrouve en Europe et donc qui rend service à une famille évidemment occidentale. Et alors, elle est tellement traitée de manière indigne qu'à un moment donné, et c'est écrit dans le roman, elle en arrive à cette affirmation. Donc, c'est le narrateur qui dit « La couleur de sa peau, qui soudain lui inspirait une terrible indicible, sa peau, sa noirceur. » Ça veut dire qu'on l'a tellement traité de bonne, c'est-à-dire de personne à tout faire, que finalement, au lieu de projeter son regard sur les autres pour poser une critique, elle a renvoyé à elle-même l'image de sa peau, qui est en fait l'image de la personne qui doit être dans cette condition-là. Et donc, elle se retrouve dans une situation inconfortable. Et on sait que par la suite, évidemment, l'aventure de cette femme-là va, dans le roman, se conclure avec un suicide. Ça rejoint un peu l'histoire de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. D'ailleurs, là aussi, c'est une belle scène, en fait, d'une situation où on se retrouve écartelé, en fait, entre la culture occidentale et la culture africaine. Et en fait, Samba Diallo se retrouve vraiment dans une crise existentielle. Et Cheikh Hamidou Kane fait bien et il fait... Alors les gens ne l'ont pas compris parce qu'on dit mais pourquoi il fait mourir en fait le héros mais parce qu'il veut justement pousser jusqu'à l'extrême la situation dans laquelle se retrouve Samba Diallo où en fait il ne sait pas finalement comme on dit à quel sens se vouer ou quoi. Voilà. Alors pour entrer peut-être dans des problématiques beaucoup plus religieuses, il y a un théologien, d'ailleurs, qui est mort maintenant et qui fait partie de la congrégation à laquelle moi j'appartiens. Il a écrit un livre intitulé « Dieu est noir ». Et voici ce qu'il dit, c'est par rapport à la couleur de la peau. Il dit « Pour toute la culture occidentale, le blanc évoque la pureté et la grâce. Le noir est immédiatement synonyme de souillure et de péché. » Et si vous regardez dans le christianisme, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Tout ce qui est blanc là, c'est ça qui est propre. Voilà. Et tout ce qui est noir, eh bien c'est ça qui est sale. Et le problème c'est que la perspective biblique n'a pas peu contribué à cette symbolique. Le blanc et le noir s'opposent comme le Christ s'oppose à Satan, comme le spirituel s'oppose au charnel, comme le bien s'oppose au mal. Le salut pascal, hein, est présenté comme le passage des ténèbres à la lumière. Voilà. Tout combat spirituel doit illuminer, blanchir le croyant. Je mets entre guillemets blanchir. Donc cette symbolique dominante a eu des conséquences psychologiques catastrophiques pour les Noirs. Ensuite, beaucoup de jeunes Africains pensent que l'Afrique est un lieu négatif. J'ai enseigné la philosophie, il y a des anciens élèves ici. J'ai enseigné la philosophie à Sokodé, au Togo. Et il m'arrivait à la fin de l'année de poser la question aux élèves,
voilà, si vous avez le baccalauréat, où est-ce que vous allez aller? Là, vous connaissez, hein, Sokodé a une particularité d'être une ville où il y a beaucoup de Kotokoli qui sont du côté de l'Europe, notamment en Allemagne. Et donc j'étais surpris que souvent on me répondait spontanément, moi après le bac je vais en Allemagne. Moi après le bac je vais en Allemagne. Mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire. Et en fait ça m'interrogeait profondément parce que ça disait qu'en fait il y a une réalité qu'on sautait qui était celle même de la réalité nationale. Et en fait, il n'y avait pas tellement d'espace pour discuter parce que spontanément, c'est un lieu négatif où en fait, il n'est pas possible de réussir. Il se trouve que la réalité, souvent socio-politique de nos pays, correspond effectivement à ça. Donc ça contribue à nourrir l'idée selon laquelle, au fait, les espaces que nous habitons là sont des espaces négatifs. Ce qui pose problème, c'est que, alors, on ne peut pas incriminer des élèves de terminale, mais ce qui pose problème, c'est que nous n'arrivons pas souvent à formuler le questionnement suivant. D'accord, telle est vraiment la situation, mais en réalité, qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à une forme de changement? Pas seul, mais avec les autres. Évidemment, vous allez dire, mais il y a une autre question qui surgit à partir de ces questionnements, mais c'est qu'en réalité, fondamentalement, nous ne pouvons rien faire. Et donc tout ça nourrit l'idée qu'au fond, l'espace que nous habitons est un espace négatif. Voilà. Alors, à partir de là, évidemment, on peut parler de la haine de soi. Je vais vous envoyer la documentation, enfin, le document que j'ai. J'avais fait un tableau, en fait, à l'intérieur duquel j'ai mis au centre la question de la haine de soi. Et vous avez des flèches avec un cercle, avec des réalités. Et donc, au mot haine de soi, sont collées des réalités de refus de soi, détestation de soi, honte de soi, évaporation de soi. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas de structure d'intériorisation, on se laisse aller. Et puis, il y a même un concept qui a été imaginé par un écrivain ivoirien. Et il parle il a composé, il a imaginé un terme, il a forgé. Il parle de dénègrement de soi. C'est-à-dire, nous sommes des nègres, mais en fait, nous essayons d'enlever cette part de la négritude qui est en nous, quoi. Et finalement, tout cela conduit à une forme de dérive de soi. Donc, vous voyez un peu la question de la haine de soi peut nous pousser à nous retrouver vraiment dans un univers qui éclate de manière presque totale ce que nous avons dit en définissant la question de l'estime de soi, c'est-à-dire la question même de notre identité, de la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Je l'ai déjà dit, les Africains ont été peints par les autres. On a dit beaucoup de choses sur nous. Et peut-être pour terminer sur cette série, il y a aussi des éléments évidemment concrets qui sont la conséquence justement de cette honte de soi. Probablement qu'Alice va aborder cette question-là. C'est des éléments très concrets. La question de la médiocrité qu'on peut mettre en rapport avec la question de l'excellence. C'est-à-dire que l'observation qu'on peut faire d'un point de vue sociologique, c'est que les Africains ont été mis et finalement eux-mêmes ils sont plongés dans ça. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas tellement l'excellence. On se complaît dans la médiocrité. Et on a toujours le sentiment que quand on a une peau blanche à côté de nous, cette peau blanche-là est nécessairement supérieure à nous. Voilà. On le remarque dans les villages, les enfants qui courent. Bon, peut-être que c'est pour vérifier un peu. Mais au fond, ça a tellement pénétré notre imaginaire que nous avons le sentiment que dans une assemblée où il y a des blancs, en fait, ils ont le dernier mot. Et c'est tellement grave que quand vous observez, nous avons des hommes politiques qui participent à des rencontres très importantes sur le plan international où en fait ils ne prennent pas la parole. Ils sont censés nous représenter, mais ils ne prennent pas la parole. Hein, parce qu'ils ont peur, ils ont honte, ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Et lorsque il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui dit à peu près ce qu'ils pensaient dire, ils disent, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et en réalité, ils ont autre chose à dire. Ce qui fait qu'en fait, ils ne vont pas jusqu'au bout
de l'affirmation de leur propre identité. J'évoque là des choses que j'ai expérimentées dans des rencontres et qui en fait parcourent tous les milieux, que ce soit les milieux religieux. On a des évêques, je parle de ce que je connais, qui vont à des assemblées importantes, par exemple à Rome. Maintenant ça commence à venir, mais qui n'osent pas dire que le christianisme africain ne peut pas être vécu comme le christianisme occidental. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un revêtement culturel qui n'est pas celui de l'Afrique, que nos représentations, nos imaginaires, nos symboles ne sont pas ceux de l'Afrique. Je vous donne un exemple. Quand je suis en France et que je célèbre la messe, la prédication que je peux faire, je ne la ferai pas à la cathédrale de Lomé. Pourquoi? Parce que mes auditeurs qui sont là ne peuvent pas comprendre, par exemple, les proverbes, les symboles, les dictons que je peux facilement raconter ici, qui vont créer une forme d'adhésion, de communion et de complicité avec mon assemblée, et que de l'autre côté, les gens vont se demander, mais qu'est-ce que le gars il raconte? Et donc, c'est juste un exemple pour vous montrer jusqu'à quel point, fondamentalement, nos symboles, nos imaginaires, qui doivent contribuer à bâtir notre identité, ne sont pas les mêmes.